Bonjour. Je ne sais plus qui m'a demandé l'autre jour si je pouvais aborder la question des blessures de l'enfance et de l'éveil. Mmh, c'est une drôle de question en fait, mais je sais qu'elle se pose, fréquemment, notamment dans les approches progressives, puisqu'on considère dans celles-ci qu'il faut d'abord nettoyer, purifier, réduire tout ce qui est de l'ordre des empreintes, des mémoires, pour parvenir à une certaine clarté. Et en fait, c'est comme dans l'histoire zen où on essaie de polir, un caillou jusqu'à ce qu'il devienne un Bouddha. C'est juste pas possible. Donc, en ce qui me concerne, et ça n'engage que moi, bien entendu, je suppose que nous avons tous des blessures de l'enfance parce qu'elles sont essentiellement imaginaires. Alors évidemment, il y a des gens qui vivent de vraies tragédies, de vrais drames, de vraies familles dysfonctionnelles ou des vrais événements tragiques. Et je ne veux pas être indécent. Mais même là, parce qu'on a plein d'exemples, d'ailleurs j'avais lu des gens comme Étienne Lessoum ou Jacques Lucéran, et il y en a tant d'autres qui ont vécu des horreurs et qui pourtant étaient libres. Je pense là, au moment même où je parle, à cette femme américaine d'origine portoricaine qui est danseuse, qui était, je ne sais pas si elle est toujours vivante, une danseuse et actrice très célèbre, admirable, qui avait joué le rôle de Carmen assez longtemps. Et elle avait raconté son histoire à un journaliste. Et en fait, quand elle était petite fille, elle avait une mère pas de père et une mère très instable qui collectionnait les hommes. Et beaucoup des hommes de sa mère l'avaient violée, elle, dès qu'elle était petite. Et après, ils avaient même plus besoin de la violer, elle était consentante. Et quand elle était adolescente et qu'elle a commencé à s'intéresser à la danse, elle qui venait d'un quartier pauvre, d'une famille pauvre, il lui fallait des bourses pour pouvoir suivre des cours. Et elle a rencontré une fille de son âge, mais très bien dans sa peau, équilibrée, stable, avec une vision claire. Et elle s'est confiée à elle et la fille lui a dit: «Mais tu peux pas rester comme ça, tu dois en parler, tu dois faire quelque chose. Tu dois aussi dénoncer ces hommes et même ta mère.» Et puis, elle a commencé donc à voir un psy et tous ces problèmes, disait-elle, ont commencé là, parce que jusque-là, elle n'avait pas conscience que ce qu'elle faisait était hors norme et vraiment pas bien du tout, quoi. Donc on peut considérer que ce qu'on trouve blessant, meurtrissant, et cetera, c'est l'interprétation qu'on a des faits. Les faits, ils sont ce qu'ils sont. Je sais que c'est très difficile d'entendre ce que je suis en train de dire, mais les faits sont ce qu'ils sont, on ne peut rien y changer. C'est le regard qu'on porte sur les faits qu'on peut changer. Alors évidemment, dans une norme conditionnée comme la nôtre, on va réagir à certaines situations. Et dans une société qui aurait d'autres normes, on réagirait un peu autrement, ou tout à fait autrement. Donc c'est bien l'individu et sa psychologie qui font que des événements, des situations sont des blessures ou non. Il y a une société qui va encourager à considérer que certaines situations ne sont vraiment pas bien, pas bonnes, et qu'il faut travailler sur soi pour s'en défaire, ou au moins pour vivre avec paisiblement ou plus paisiblement. Euh, dans une société donnée, c'est vrai au niveau relatif, mais quand on redécouvre sa véritable nature, on se rend compte que le personnage, il est très largement imaginaire, peut-être même totalement imaginaire, fantasmé, on dirait. Donc,
quand le personnage est imaginaire, comment voulez-vous que ces blessures soient réelles? Alors évidemment, l'individu, il va subsister tout au long du temps qui lui est imparti, du temps de vie qui lui est imparti. Donc, il aura peut-être encore ses mémoires, ses empreintes et ses vieux réflexes conditionnés qui vont ressurgir de considérer qu'il a des blessures, etc. De mon côté, j'ai vraiment le sentiment que quand on retrouve cet espace infiniment ouvert au sein duquel tout apparaît, dure un moment et disparaît, et à partir duquel on regarde en réalité le monde et l'individu que nous croyons être, ce qui d'ailleurs a pour effet de révéler la facticité de cet individu, son irréalité, son caractère très largement imaginaire, voire illusoire. Ben, c'est plus possible d'entretenir ces blessures, c'est-à-dire que c'est plus possible d'entretenir les histoires qu'on se raconte au sujet de ces blessures. Mais bien sûr, si on a été agressé, peut-être même abusé, il y a des traces qui peuvent rester, je parle physiquement. Si on a reçu des coups, etc., ça restera. Je parlais du caractère psychologique. Le psychologique peut être complètement vidé de toute son, de, je ne sais pas comment dire, de tout son fardeau d'histoire, de récits que l'individu se raconte pour entretenir le personnage. Finalement, l'ego a tellement pas envie de disparaître qu'il préfère encore avoir des histoires douloureuses que plus d'histoires du tout. Mais dans la méditation, je veux dire par là, dans l'espace infiniment ouvert de la présence, du silence, il n'y a plus d'histoire. Ou plus précisément, quand il y a des histoires, on les voit se dérouler au sein de cet espace ouvert et elles sont vues pour ce qu'elles sont, de simples histoires, pas la réalité. Évidemment, il est des cas où les gens croient tellement à la réalité de leur individu, de leur souffrance, mais aussi de leur joie, parce qu'ils en ont, heureusement, mais que peut-être il leur est nécessaire effectivement de travailler avec des psychothérapeutes, voire des psychiatres. Ça, c'est à chacun de voir. Personnellement, je ne suis pas très partisan de la psychiatrie, de la psychologie, etc. Je reconnais que c'est franchement utile pour des gens qui sont malades. Mais pour ceux qui sont normaux, c'est-à-dire qui souffrent normalement, quand je dis normaux, c'est normés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas échapper en raison du conditionnement à des hauts et des bas. Il y en a que les bas n'atteignent pas plus que ça. Et quand on réside dans la présence, quand on revient encore et encore et encore à cet espace ouvert et qu'on regarde à partir de là, déjà on est hors du temps, hors de l'espace, hors de toutes les histoires. Il n'y a plus de souffrance. L'instant d'après, il va peut-être y avoir à nouveau souffrance, mais elle va être moins forte, puis encore moins forte et moins forte et moins forte. Et des fois, parce qu'on sera vraiment apaisé et qu'on aura une vision très claire, au contraire, ça va remonter avec une force, une intensité encore pire qu'avant. Mais comme on a, j'ose pas dire le truc, mais le geste intérieur qui permet non pas de rester dans l'individu, mais dans l'espace ouvert, ou depuis l'espace ouvert que nous sommes. Encore faut-il le vérifier, mais c'est pas si compliqué qu'on le croit de le vérifier. À partir de là, réellement, bien sûr qu'on va avoir des hauts et des bas en tant qu'individu. Bien sûr qu'on va avoir des chagrins, qu'on va vivre des drames, des tragédies, des deuils, mais on traversera tout ça comme les nuages traversent le ciel.
plus ou moins. Et on s'autorisera à être très mal, on peut être très mal, ça fait partie de la vie, mais on n'en fera pas une histoire. Vous voyez, la différence, c'est ça, c'est l'histoire qu'on se raconte. Sans histoire qu'on se raconte, sans interprétation, sans jugement, les choses sont ce qu'elles sont. Point barre. Et tout est parfait comme ça. Si vous le voulez bien, nous pouvons passer un instant ensemble en silence, sans rien faire, juste être à l'écoute. Merci, à bientôt.